Moi, je m'appelle Alexis. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai un Tour Tech. C'est la première fois aussi que je me retrouve de ce côté du bureau. Ça me fait assez bizarre, c'est assez cool. Voilà, écoutez, on va passer 15 minutes ensemble. On va essayer de répondre à cette question, voilà, qui fait quand même pas mal débat dans la communauté des développeurs et des développeuses. Pour bien commencer, je vous propose un petit voyage à travers l'espace et le temps. Je vous propose d'aller aux États-Unis, à New York, dans les années 80. Une pleine période d'effervescence artistique. Et donc pour ça, je vous propose qu'on aille dans une galerie d'art, la galerie de Tony Shafrazi sur la 5e avenue, où a lieu cette exposition. On expose Andy Warhol qui est au sommet de son art en 1985, il a 57 ans, il a révolutionné l'art moderne avec des techniques dont on va parler juste après. Et puis avec lui, Jean-Michel Basquiat, 25 ans, qui est une star montante de la scène new-yorkaise à l'époque, un style beaucoup plus intuitif. En fait, tous les opposent dans leur manière de produire de l'art, leur production. Et en fait, mais ce jour-là, ils exposent ensemble. Et en fait, quelque part, je trouve que 40 ans plus tard, en fait, on fait face un petit peu à la même opposition dans le développement logiciel, avec d'un côté des ingénieurs, des développeurs qui font du code assisté par IA, un petit peu à la manière d'Andy Warhol. Andy Warhol, en fait, il travaillait il avait un atelier qui s'appelait la Factory, où il avait des assistants qui utilisaient des techniques très modernes, comme la sérigraphie, pour produire de l'art en série, vraiment de manière industrialisée. Et on a aussi des équipes techniques maintenant, dans des ESN, dans des agences, qui introduisent des agents IA dans des digital factories, qui produisent aussi de l'art, du code de manière un peu industrialisée. Et puis de l'autre côté, on a une approche un petit peu plus intuitive. On a des gens non techniques qui, un petit peu à la manière de Basquiat, font ce que l'on appelle du vibe coding, dont on va parler un peu plus aujourd'hui. Sur la première partie, sur le code assisté par IA, j'ai eu la chance de faire une première version de cette conférence avec Vincent, qui est directeur chez Palo IT, qui est une grosse ESN où il travaille sur des gros projets de développement, et il explique comment ils ont intégré justement de l'IA dans une méthode qui s'appelle Genie2. Il en parle beaucoup mieux que moi, donc vous verrez dans cette présentation, il y a beaucoup de QR codes, vous pourrez aller voir, creuser un petit peu ce sujet, parce que 15 minutes, ça va passer vite. Et de la même manière, il y a une conférence aussi que j'ai trouvée hyper intéressante de Sébastien Stormack de chez AWS, c'était à Nantes, je crois, l'année dernière, où il parle de comment l'IA, évidemment, est en train de réinventer le métier de développeur, développeuse. Et vous êtes tous bien conscients de ça, je vous invite à regarder ça si vous posez encore des questions. C'est hyper intéressant. Moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, plutôt, c'est l'autre côté du spectre. C'est de la même manière que Jean-Michel Basquiat, il n'avait pas accès à toutes les choses qu'avait Andy Warhol. Basquiat, quand il voulait faire de l'art, il prenait un pinceau, il allait peindre sur un mur, sur une porte, une toile, quand il en avait. Et donc, il y a des gens aussi non techniques qui n'ont pas le choix, qui ne savent pas lire et écrire du code, et donc qui ont aujourd'hui, je pense, une opportunité intéressante de pouvoir produire du code grâce aux agents d'IA. Donc voilà, on va en parler un petit peu plus en détail, essayer aussi de démystifier un peu ce sujet-là. Alors pour commencer, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est mon ami Nicolas, que vous voyez sur la photo. Il a eu une petite fille récemment, et quand il était dans la salle de travail avec sa femme, il voulait utiliser un timer de contraction. Et il allait sur le store avec son iPhone et il n'arrivait pas à trouver un truc qui ne lui demande pas de payer ou alors de se connecter. Pourtant, un concept relativement simple, c'est juste un chronomètre littéralement. Et donc, en fait, il allait dans la salle d'attente, il a pris son téléphone. Alors, il est développeur, mais il n'a pas besoin de coder. Il est allé dans un outil qui s'appelle Lovable et il a produit un timer de contraction qu'il a pu utiliser tout de suite et puis qu'il a aussi publié pour que des gens puissent utiliser ça sans avoir de paywall, d'inscription ou quoi que ce soit. Et après, il a fait un post LinkedIn que j'ai trouvé super intéressant, où il dit, voilà, ça c'est ma nouvelle définition du vibe coding, c'est de faire des choses intéressantes, qui ont du sens, où qu'on soit avec ce qu'on a sous la main. Et ça, je trouve que ça capture exactement l'opportunité que propose le vibe coding et les outils de génération de code par IA. Alors il dit que c'est une nouvelle définition, pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà une définition, évidemment, Andrej Karpathy, il y a presque exactement un an, jour pour jour, qui a fait ce tweet où il a pour la première fois parler de vibe coding. Andrej Karpathy, si vous ne connaissez pas, c'est un des membres fondateurs d'OpenAI, c'était l'ancien directeur de l'autopilote chez Tesla. Donc c'est à la fois quelqu'un qui connaît très bien l'IA et à la fois quelqu'un qui est un excellent développeur. Sauf que dans ce tweet, il dit, donc il y a déjà un an, que des fois, le week-end, quand il a des idées, qu'il a des petits projets qu'il veut faire, il va dans Cursor et puis il demande au LLM de tout coder. Il relit jamais le code, il appuie tout le temps sur OK. Quand il y a un bug, il copie-colle, il se prend jamais la tête. Évidemment, il parle de tous les limites que ça a. Il dit que c'est bien pour des projets pour le week-end. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, ça montre bien que le vibe coding, avant tout, c'est une posture.
en fait. Et donc, ça montre deux choses, en fait. C'est que, déjà, un excellent développeur peut se dire, OK, aujourd'hui, les agents d'IA peuvent écrire du code qui est acceptable pour faire certains types de projets. Et en plus, que c'est pas obligé. Même si on sait lire ou écrire du code, on n'est pas obligé de le faire, quoi. Et moi, pourquoi ça m'intéresse? Parce que je pense que, vous vous en doutez, la plupart des gens sur cette planète ne savent pas lire et écrire de code. Il y a à peu près 0,3% de la population qui sait coder. Donc, voilà, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce que tout le monde devrait pouvoir faire des logiciels? J'ai trouvé la réponse dans cette conférence de Maggie Appleton, que j'ai trouvé très intéressante, où elle propose un concept qui est le home cooked software, le logiciel fait maison, un peu comme la nourriture fait maison par opposition à la nourriture industrielle. Et en fait, elle le définit comme ça, c'est du logiciel fait amour et avec soin pour des gens qu'on a autour de soi. En fait, c'est l'idée que il y a plein de problèmes à résoudre, plein de petits problèmes que les startups qui ont des financements de fonds d'investissement ne vont pas essayer de résoudre. Parce que c'est des trop petits problèmes, ils cherchent que des marchés qui vont leur apporter des milliards. Et donc, ça peut avoir du sens, parce que tous les développeurs et développeuses ne peuvent pas non plus se pencher sur ces sujets-là, que d'autres gens puissent avoir, avec des outils plus accessibles, essayer de résoudre ces problèmes. Et ça, je pense que c'est important. C'est important de se poser la question, pourquoi faire ça? Parce que, vous le savez, évidemment, ces LLM, ils ont un impact environnemental important, ça a un coût. Donc, voilà. Mais ça, je trouve que ça a du sens. Et donc, je suis allé demander à la communauté No Code France, que j'ai cofondée il y a quelques années, qu'est-ce qu'ils font, eux, avec ces outils de vibe coding. Et donc, vous avez par exemple Maxime, il a demandé à ChatGPT de lui faire des scripts Python pour l'aider à recompresser des fichiers CBR, c'est les fichiers qu'il utilise pour dire des mangas et des comics sur sa tablette, sur son iPad. C'est un vieil iPad qui commence à être un peu daté, et donc en fait, comme ça, il combat l'obsolescence programmée de ses appareils. Claire, elle a fait une petite application pour aider sa fille à apprendre à lire des partitions de musique. Ou alors Jean-Marc, qui est consultant en automatisation, et lui, en fait, il s'est fait un petit outil de ticketing pour travailler avec ses clients. Alors des outils de ticketing, il en existe plein, mais peut-être que juste ça l'amusait de faire ça, peut-être qu'il avait juste envie, il n'avait pas envie de payer peut-être Zendesk ou un petit comme ça, ou alors juste il voulait toute petite fonctionnalité précise, et il a pu faire ça. Donc vous voyez, il y a un pattern un petit peu commun, c'est pas besoin de business model, pas besoin de partie prenante, on résout des vrais problèmes, éventuellement on prend du plaisir en faisant ça. Alors concrètement, ça nécessite des outils de génération de code. Donc ils ont toujours la même chose, il y a une interface qui vous permet dans un panneau en général à gauche de converser, de demander ce que vous voulez. Par exemple, je veux une application qui va aider ma fille à lire de la musique. Et puis après, vous avez un feedback visuel de ce que vous avez demandé. Alors soit vous avez vraiment ce que vous avez construit dans des outils un peu de haut niveau, ou alors vous avez le code, si vous êtes dans une IDE type Cursor. Évidemment, c'est des LLM qui vont générer le code, mais au milieu, ces outils, ils ajoutent de l'ingénierie, ils ajoutent des master prompts, ils ajoutent différentes choses pour faire en sorte que le LLM se retrouve dans une boucle itérative pour faire tout le code et pas juste un fichier, comme ça pourrait être le cas si on était juste directement dans ChatGPT ou Claude. Alors des outils, il y en a 1 million, il en sort, j'ai juste essayé de les catégoriser rapidement. Donc déjà, on peut aller dans les assistants, on peut aller dans Claude, ChatGPT, faire des toutes petites solutions. Toujours du son, c'est bon? Vous m'entendez toujours? Ouais. Ça va faire que du front, il n'y a pas de back-end, etc. Le cloud, alors là, ça va être les outils qui sont plus dans la lignée des outils no-code. Donc c'est vraiment, vous n'avez rien à installer, vous n'avez pas à gérer le contexte d'exécution, vous n'avez pas à gérer l'environnement de développement. Des outils comme Lovable, Bolt, plein, il en sort toutes les semaines. Les IDE, peut-être vous avez plus l'habitude de ces environnements-là. Il y a eu plein de forks de VS Code, comme Cursor, qui est très connu maintenant. Et puis, il y a des choses qui sont très à la mode, qui ne sont pas très accessibles, mais qui sont intéressantes pour les développeurs. Tous les outils en ligne de commande, Claude Code en premier lieu, évidemment, que vous avez toutes et toutes probablement déjà testé. Et puis, il y a ce que je mettrai en dernier, qui s'adresse vraiment plutôt aux développeurs et aux équipes techniques, des agents asynchrones, autonomes, comme Jules ou Codex. Alors évidemment, des gens qui ne savent pas coder, qui utilisent ce genre d'outils, ça a plein de problèmes. Des problèmes de sécurité, évidemment, on le sait, les LLM hallucinent. Ça ouvre la porte à des injections de dépendance, des choses comme ça. J'essaie de sensibiliser par rapport à ça. Des erreurs, tout simplement. Si le LLM, l'IA n'a pas bien compris ce que vous voulez faire, il y aura des problèmes de logique, des cas limites qui ne seront pas gérés. C'est évident.
Des problèmes d'architecture, un peu comme les jeunes développeurs vont faire du code spaghetti, vont introduire de la dette technique. Plus vous allez itérer, plus de la dette technique qui va s'introduire. Et tout ça va provoquer évidemment des problèmes de performance, de scalabilité. Donc globalement, pour moi, tout ça, ces outils-là ne sont pas prêts pour la production, à moins d'avoir un background fort. Mais parce que moi, je me place du côté des gens qui ne sont pas techniques. Et donc, il y a tous ces problèmes qui viennent avec eux. D'ailleurs, Linus Torvald a bien résumé la chose, je trouve. Voilà, le vibe coding, c'est très intéressant pour que les gens soient excités à propos de la programmation, qu'ils fassent des petits projets personnels, peut-être des petites choses autour de vous, comme je le disais. Par contre, évidemment, ça serait une très mauvaise idée pour le noyau Linux, qui est une pièce de code les plus importantes du monde. Le monde moderne repose dessus en grande partie. Tout ça, c'est parce que, évidemment, c'est une histoire qui est très récente. Alors, ça a commencé avec GitHub Copilot, un petit peu déjà avant ChatGPT. Ensuite, ChatGPT est arrivé. Le premier modèle qui savait un peu coder, c'était GPT-4. Ensuite, on a Claude Sonnet 3.5 qui a commencé à être vraiment un petit peu bluffant dans sa capacité de faire du code. Et puis, les outils sont arrivés par-dessus pour ajouter de l'ingénierie, comme j'expliquais, repousser les limites, Cursor, Bolt, et puis maintenant, il y en a 12 milliards. Alors j'ai codé une petite visualisation. Ça, la courbe en orange, c'est la progression du modèle Claude, enfin des différentes versions sur un benchmark qui s'appelle Agentic Coding. Donc vous voyez, Claude Sonnet 3.5, il était à 15 sur 100 dans ce benchmark-là. Claude Opus 4.5, il y a même le 4.6 qui est sorti, et autour de 70%, un peu moins. Et donc vous voyez, la progression, elle est fulgurante. Donc évidemment, toutes les limites que j'évoquais juste avant, elles sont repoussées par les LLM eux-mêmes et par les outils. En bleu, vous avez la courbe enfin, c'est pas une progression, c'est juste les numéros de version de Cursor. À chaque nouvelle version de Cursor, évidemment, ils améliorent l'ingénierie et le travail avec les LLM. Donc, tout ça apporte des performances de plus en plus croissantes. Et puis, de la même manière, c'est les vibe codeurs et les vibe codeuses qui doivent se former, apprendre des choses qui, pour beaucoup d'entre vous, probablement paraîtront évidentes, mais des bases d'architecture, de sécurité, apprendre à utiliser Git, des choses comme ça. Et tout ça, c'est le troisième bout qui va leur permettre de repousser les limites que j'évoquais juste avant, un petit peu à la manière de Jean-Michel Basquiat, qui n'a jamais fait d'études des beaux-arts ni rien, mais il allait tous les week-ends au Brooklyn Museum et il s'est formé, il a forgé une culture artistique. Et je pense que c'est pareil, les gens qui veulent utiliser ces outils de vibe coding doivent se forger une culture informatique. Voilà, c'est ce que j'appelle le vibe coding éclairé. J'ai commencé à faire une roadmap en fait de toutes les compétences qui sont très vastes, vous le voyez, que pour des développeurs et des développeuses évidemment sont déjà acquises, mais comment essayer de partager ça un minimum à des gens pour qu'ils soient un petit peu plus éclairés et qu'ils n'appuient pas juste bêtement sur continue à chaque fois. En fait, tout ce que je vous ai raconté là, ça fait 5-6 ans que je l'observe dans la communauté no-code. Juste un petit exemple pour finir très rapidement, ça c'est les fondateurs de Bubble. Vous connaissez peut-être Bubble, peut-être pas, si des développeurs et développeuses ne sont pas forcément tirés par ces outils-là. Ça, c'est des gens qui sont vraiment visionnaires. En 2012, ils se sont dit, voilà, c'est pas normal que tout le monde ne puisse pas faire du logiciel, parce que ça soit pas limité. Donc eux, ils ont proposé une abstraction visuelle. Donc au début, très franchement, ça marchait pas terrible. Moi, j'ai découvert Bubble en 2015. C'était hyper limité, ça passait pas à l'échelle, problème de sécurité. Et en plus, on pouvait pas faire grand-chose avec. Donc vous voyez, tout ce que je disais avant pour le vibe coding, c'était la même chose. En 2019, quand on a commencé avec mon associé, notre organisme de formation, ça commençait à déjà devenir plus intéressant. En 2025, il y a plein de boîtes qui se sont lancées avec Bubble. Aujourd'hui, c'est en production, ça passe à l'échelle, clairement. Ça n'est plus à démontrer, et je pense que voilà, le vibe coding, l'IA, la génération de code, va suivre le même projet, probablement en accéléré, comme on l'a vu, tout accélère énormément ces derniers temps. Donc pour conclure, très rapidement, maintenant on a 3 manières de faire la programmation. La manière textuelle, classique depuis les années 70, probablement ce que vous faites toutes et tous quotidiennement. La manière visuelle, les outils no-code depuis les années 2010-2015 qui sont arrivés à maturation. Et puis maintenant la manière conversationnelle, où on va demander à DLN de travailler à notre place. Et puis il y a des choses un petit peu hybrides, les outils no-code intègrent de l'IA maintenant, les outils de vibe coding intègrent des interfaces visuelles. Et tout ça, ça me paraît important. Pourquoi? Parce que je pense que ça permet de continuer à démocratiser l'accès à la technologie, à se réapproprier les moyens de production numérique, parce que c'est pas les GAFAM, c'est pas la Startup Nation qui vont résoudre la plupart des problèmes qu'on a autour de nous. Peut-être même qu'ils en causent plus qu'ils n'en font réellement. Mais donc, voilà. Donc ça me paraît très important. Et donc je vous invite toutes et tous à produire du logiciel avec amour et avec soin pour les gens que vous avez autour de vous.
Voilà, merci. Si ça vous intéresse, je vous ai mis les liens vers les slides. Si vous n'hésitez pas à me faire un feedback aussi sur la plateforme, je serai très content. Et puis à me contacter si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord. On n'a pas le temps pour des questions malheureusement, mais vous pouvez me trouver, je serai dans les couloirs, on pourra parler de tout ça. Merci.